Bonjour à tous. Bon, on va attendre quelques minutes le temps que d'autres personnes puissent se connecter. Alors, oui, bonjour à tous. Alors, 30, hein, c'est bon, ça monte vite. Ah, super, on commence, je ne sais pas si tu vois Antoine, on commence déjà à avoir un petit peu d'interaction, ça fait plaisir. Alors oui, n'hésitez pas pendant le webinaire, il sera tout à fait possible et même vous incite à du coup à poser vos questions. Alors soit donc de préférence dans l'onglet questions. Et puis si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des remarques concernant la forme ou ça passe pas au niveau son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à intervenir sur le chat. On va attendre 2 minutes de plus. Bon, je pense qu'on va commencer. Oui, ok. Bon, bonjour à tous, je vous remercie de nous rejoindre pour ce webinaire dont l'objet portera sur une sensibilisation aux différents moyens et outils de protection liés au domaine de la propriété intellectuelle et notamment la protection de vos travaux de recherche. Donc, Corinne et moi-même sommes tous les deux ingénieurs brevets chez West Valorisation. On a pour rôle et pour mission donc d'analyser les différents projets d'innovation issus de la détection de nos chefs de projet afin d'apporter, d'adapter la stratégie de protection, notamment par les droits de propriété industrielle les plus adéquats, et notamment, par exemple, le dépôt de brevets d'invention. Et nous serons tous les deux intervenants au cours de ce webinaire. Donc, West Valorisation fait partie d'un réseau de sociétés d'accélération de transfert technologique issu donc d'un programme impulsé par l'État en 2012, programme d'investissement d'avenir, qui avait pour rôle d'investir et d'accompagner les différentes universités et laboratoires de recherche au niveau du territoire français afin de pouvoir stimuler et permettre la croissance des innovations technologiques issues du domaine public. Donc, on est cofinancé par différents partenaires, qu'ils soient privés ou publics. Donc, grossièrement, l'Ouest Valorisation a pour rôle la détection, l'évaluation et la protection des projets d'innovation issus de la recherche publique. Dans nos cas, nous sommes mandatés pour accompagner les universités et laboratoires publics de Bretagne et des Pays de la Loire. On a donc pour rôle d'accompagner, par exemple, en adaptant une stratégie pour le dépôt de propriété industrielle afin de protéger de différentes manières les innovations issues de vos travaux, mais également de permettre d'accompagner et d'améliorer de renforcer le potentiel des projets d'innovation issus de vos travaux, notamment par la voie de la collaboration, de la comaturation, et afin de pouvoir le transférer, le valoriser auprès du secteur industriel. Donc, la West Valorisation a pour rôle, on va dire, d'être une interface entre le secteur et le domaine public et le secteur industriel.
Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter une rapide introduction de la propriété intellectuelle dans les grandes lignes. Ensuite, un bref contexte historique. Et ensuite, on vous présentera donc les deux branches majeures qui sont la propriété littéraire artistique et la propriété industrielle. Donc la propriété intellectuelle donc, regroupe l'ensemble de toutes les protections des droits liés aux créations intellectuelles, qu'elles soient artistiques ou techniques, qui peuvent être considérées comme des actifs immatériels et dont les droits appartiennent à des personnes physiques ou morales. Donc, comme je disais précédemment, ce domaine-là est composé de deux branches majeures, la propriété littéraire artistique, autrement appelée PLA, qui englobe toutes les créations de l'esprit au simple fait de la création de cette œuvre, et sans nécessité de formalisme de dépôt d'enregistrement. Donc, on retrouve le droit d'auteur qui protège également les logiciels et les bases de données, ces deux domaines présentant chacun d'autres moyens de protection, et également les droits voisins. On a une seconde branche majeure et la plus utilisée, notamment dans le domaine de la valorisation de la recherche publique et de la recherche tout court, qui est la propriété industrielle, et qui englobe donc les créations de l'esprit qui ont des aspects techniques, notamment d'aspects d'application industrielle, où il est nécessaire d'avoir une formalité d'un dépôt auprès d'un office national à minima, voire des offices internationaux, et où on peut comprendre différents domaines, les marques, les dessins modèles et les brevets d'invention. Donc, même si la notion de propriété intellectuelle est une notion assez récente, on retrouve une volonté assez ancienne de vouloir conférer un monopole exclusif aux créateurs, qu'ils soient les créateurs d'une œuvre intellectuelle ou encore d'une œuvre artistique. Par exemple, le roi de France pouvait accorder des privilèges, c'est-à-dire une sorte d'acte législatif permettant d'opposer à tout tiers un privilège d'exploitation sur un bien matériel ou immatériel. Ceci notamment dans le cas d'innovation technique. De la même manière, assez anciennement, les artisans ont souhaité faire reconnaître leurs produits de ceux des concurrents par l'utilisation de signes distinctifs comme les estampilles, les sceaux, ou encore de manière plus moderne les marques, de manière à pouvoir distinguer leurs produits de ceux des concurrents. Et au travers de l'évolution des arts et des techniques, le législateur et les lois ont également évolué de manière à permettre à apporter une possibilité de pouvoir protéger par différents moyens qui sont adaptés aux différentes catégories d'œuvres et intellectuelles, mais également techniques. Donc, on peut trouver, par exemple, un arrêt assez ancien de 1767 du Conseil du Roi, où on a une reconnaissance d'une œuvre technique et conférant un monopole exclusif, mais limité dans le temps. On a donc du coup de multiples mises à jour des textes de loi depuis, et plus récemment la mise en œuvre de la réforme de la loi Pacte, notamment sur les domaines de la propriété industrielle. Au niveau national, donc, ces lois ont évolué, de manière internationale aussi, et de nombreux pays se sont accordés à homogénéiser certaines règles communes au travers de conventions. Donc, je vous ai cité deux exemples, notamment la Convention de Paris de 1883, qui est un accord fondateur, notamment de l'Office international de propriété intellectuelle, et notamment des règles communes en matière de propriété industrielle. On a également, et de manière un peu plus spécialisée pour le brevet d'invention, la Convention de Munich, un peu plus récente, en 1973, dont 21 États se sont accordés à mettre en place un système centralisé et unifié pour le dépôt, la recherche, l'examen et la délivrance de brevets au niveau européen. Donc, les différents aspects des créations intellectuelles sont protégés par différents moyens particuliers. Comme je vous l'ai cité, la propriété littéraire artistique qui recouvre les œuvres créatives sont protégées du simple fait de leur création par le droit d'auteur, qui existe automatiquement, mais sans nécessité de formalisme. Ensuite, on peut obtenir par le biais d'un dépôt
la protection industrielle, notamment sur un signe distinctif, comme une marque, qui nécessite alors un dépôt. De la même manière, l'apparence, la forme extérieure peut être protégée par un dessin de modèle. Et enfin, les inventions techniques, c'est-à-dire une solution technique à un problème technique, peuvent être protégées par le brevet, mais nécessitent un dépôt et également une procédure d'examen et se finissant par la délivrance. Donc, pour vous donner une idée de l'ensemble de l'articulation des droits de propriété intellectuelle qui peuvent être regroupés autour d'un seul et même produit, je vous ai pris un exemple assez connu d'un smartphone d'une marque notoire, sans la citer, même si elle est écrite. Et du coup, différents aspects sont protégés sur un même produit. Donc, de facto, on a le code logiciel, les sonneries qui sont protégées par le droit d'auteur. La forme, le design peut être protégé par le design modèle. Les différentes évolutions entre différents modèles avant leur publication et avant leur commercialisation sont protégées par le secret d'affaires. C'est avant de pouvoir, c'est-à-dire sous la confidentialité. Et ensuite, on a également une protection qui est conférée, comme je disais, au signe distinctif du produit, c'est-à-dire la marque en elle-même, la marque du fabricant, et enfin toutes les innovations techniques qui sont regroupées dans ce produit-là, c'est-à-dire par exemple la méthode de traitement des signaux, méthode de traitement d'image, peut être protégée par un brevet d'invention. Et l'ensemble de ces titres-là peuvent être regroupés sur un seul et même produit. Donc, le droit de la propriété, comme je disais précédemment, intellectuelle, est divisé en deux branches majeures, et notamment la propriété littéraire artistique, qui regroupe l'ensemble des protections issues des œuvres intellectuelles, pour lesquelles on retrouve le droit d'auteur, qui est un droit acquis dès la création de l'œuvre, qui protège également les logiciels et les bases de données, ces deux domaines-là présentant également des moyens de protection qui leur sont spécifiques. Donc, comme la propriété intellectuelle est régie par le Code de la propriété intellectuelle, du coup, et notamment par différents livres, en l'espèce, c'est les livres 1 à 3 régissent ces trois domaines-là. À savoir que le droit d'auteur, comme je vais le présenter précédemment, nécessite un caractère original. Donc, comme je disais précédemment, du seul fait de la création, l'auteur peut obtenir une protection sur son œuvre. Du coup, cette protection-là ne nécessite pas de formalité particulière, donc à la condition d'originalité. L'originalité étant l'empreinte de l'auteur, le style de l'auteur, un domaine particulier artistique qui lui confère une reconnaissance et aussi cette condition-là de pouvoir se voir reconnaître sur le lien qui le lie à son œuvre. On a deux composantes majeures protégées par le droit d'auteur qui sont les droits moraux, c'est-à-dire les droits de divulgation, les droits de paternité, donc le droit d'apposer son nom à l'œuvre, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre aussi. Et ces droits, l'ensemble de ces droits sont incessibles, perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. À la différence des droits patrimoniaux qui composent aussi le droit d'auteur, qui, eux, peuvent être cessibles et ne durent que 70 ans après la mort de l'auteur, et qui revient aux ayants droit dans un délai de 70 ans post-mortem de l'auteur. Dans ces derniers droits patrimoniaux, on retrouve le droit de représentation, le droit de reproduction. Et ces droits-là sont du coup cessibles, à contrario des droits moraux, comme je vous ai cité précédemment. On a également d'autres moyens pour dater le contenu. Donc là, le droit d'auteur était du seul fait de sa création, on obtient une protection sur l'œuvre intellectuelle. Mais pour se prémunir et se constituer une preuve, on peut également se constituer un moyen de preuve par le dépôt auprès d'une agence spécialisée, donc par exemple l'Agence pour la protection des programmes, de l'œuvre intellectuelle, notamment les logiciels et les bases de données. On peut également déposer une enveloppe solo auprès de l'Office national, l'INPI,
s'envoyer une lettre recommandée avec le cachet de la poste faisant foi sans l'ouvrir, et ainsi que des actes huissiers ou notariés, et enfin, comme vous pouvez le connaître, des cahiers de laboratoire. Ce ne sont pas des titres de propriété industrielle, ce sont des moyens de preuve qui permettent de dater, de détailler le contenu à une date donnée et de prouver la possession d'une invention ou d'une connaissance à une date donnée et d'associer cette preuve-là à l'identité du créateur. Dans ce droit d'auteur, donc on a, comme vous pouvez le douter, énormément de catégories différentes de protection et de catégories d'œuvres. On a, comme celles que vous connaissez, les catégories d'œuvres littéraires, les peintures, les sculptures, les œuvres graphiques, les œuvres cinématographiques, les œuvres musicales, les photos, mais également, comme on va le voir un peu plus loin, les logiciels et les bases de données. Donc, pour les logiciels, il s'agit d'un ensemble d'instructions, un ensemble de séquences d'instructions directement implémentables, interprétables par une machine qui permettent le traitement d'une certaine donnée. C'est considéré en tant que tel comme une œuvre de l'esprit et donc automatiquement protégeable par le droit d'auteur. Deux éléments essentiels composent la protection d'un logiciel, ce sont le code source, c'est-à-dire la liste d'instructions qui dans un langage particulier de programmation, et le code objet, qui est un code binaire compréhensible par une machine et obtenu en compilant le code source. Les droits moraux, comme je vous l'ai dit précédemment, sont dévolus à l'auteur, et les droits patrimoniaux sont dévolus à l'employeur. Sachant que dans le cadre d'une œuvre collective, c'est-à-dire un initiateur d'un employeur, l'ensemble des droits sont acquis à l'employeur, mais pas aux participants, donc aux inventeurs en tant que tels. Et la durée de protection est comme celle du droit d'auteur. On a également une autre protection via le dépôt auprès d'une agence spécialisée, par exemple l'agence de protection des programmes, ce qu'on fait régulièrement au sein de West Valorisation, qui permet de protéger le code d'objet et le code source, de permettre un accès limité aux tiers, notamment par la signature de contrats d'accès, et qui permet également de pouvoir dater et de pouvoir identifier le contenu, comme je l'ai dit précédemment. À savoir qu'au moindre développement de ce code source et de code d'objet, il sera nécessaire de renouveler un nouveau dépôt. Et enfin, les applications techniques, les fonctionnalités techniques visant à avoir un effet technique pourront être protégées par un brevet. Dans le cadre des bases de données qui sont correspondant en fait à un regroupement de données qui peuvent être brutes ou encore valorisées, qui sont organisées de manière structurée par une architecture. On obtient aussi une protection de manière automatique par le droit d'auteur. Et cette protection porte sur les données en tant que telles et l'architecture de la base. Donc, comme j'ai dit, on a une protection automatique par le droit d'auteur, mais aussi on a une protection appelée par le droit sui generis, qui est une protection spécifique à cette catégorie d'œuvres, qui permet donc une protection de 15 ans, toujours un dépôt auprès d'une agence spécialisée, par exemple l'APP, qui permet de protéger, de fournir un moyen de preuve, mais également un accès limité aux différents tiers qui pourraient être intéressés via l'accord de licence, utiliser ces bases de données et donc du coup réutiliser les données qui sont structurées, qui sont insérées, mais également la structure en elle-même. L'originalité un amas structuré de données sans architecture particulière ne peut se voir conférer de protection par le droit d'auteur et de protection en tant que telle d'une base de données. Et dans le cas où on dépose auprès de l'APP, où on veut se constituer un moyen de preuve, il faut également apporter des moyens de preuve d'investissement financier, matériel ou humain substantiel, visant à, par la suite, de pouvoir interdire et récupérer des dommages d'intérêt, notamment pour interdire l'extraction, la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle de façon qualitative ou quantitative.
données peuvent être des données épidémiologiques, des données collectées, des images IRM ou toute autre donnée. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai passé la main à ma collègue Corinne. Oui, merci Antoine. Donc Antoine nous a présenté, abordé en fait toutes les notions importantes, essentielles de, on va dire, la première partie de la propriété littéraire et artistique qui compose la propriété intellectuelle. Et là, on va voir ensemble le second volet qui est la propriété industrielle. Donc, plus sur une protection des créations techniques, des créations ornementales et aussi, du coup, de la propriété industrielle qui protège les signes distinctifs. Alors, on va démarrer par les brevets d'invention. Donc, un brevet, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un titre juridique qui confère à son titulaire le droit exclusif d'empêcher autrui donc, de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, donc sans le consentement du titulaire. Un brevet a une portée limitée, territoriale. Donc, un brevet est égal à un territoire, un pays. Donc, par exemple, quand on peut entendre des publicités où ils font référence à peut-être à un composé qui est breveté à 10 brevets, en fait, il est fort probable, c'est un atout un peu marketing, de dire que 10 brevets, mais en fait, ça veut dire que ce composé est protégé sur 10 territoires. Donc, où il y a 10 brevets. Ça, c'est quelque chose d'assez fréquent dans les publicités. Un brevet, une autre caractéristique, un brevet a une durée limitée, donc jusqu'à 20 ans maximum. Il y a une petite exception dans le domaine de pharmacie où on peut opérer une petite demande d'extension pouvant aller jusqu'à 5 ans maximum. Et ça, c'est vraiment sous réserve et sous analyse du dossier pour voir, en fait, c'est en fonction des essais cliniques, la durée des essais cliniques qui ont empêché, en fait, le propriétaire du brevet de pouvoir exploiter pleinement son invention. Donc voilà, il a le droit, il bénéficie d'une petite rallonge, maximum 5 ans. Ça, c'est vraiment propre au domaine pharmaceutique. Donc, la durée maximale est de 20 ans pour un brevet. Donc, le droit des brevets, ça a été vraiment un système qui a été mis en place pour but, en fait, d'encourager l'innovation afin de produire de meilleurs produits, toujours dans un système, en fait, d'améliorer l'innovation, de protéger également les nouvelles entreprises innovantes afin qu'elles puissent rivaliser avec de grands groupes établis et de maintenir du coup une économie compétitive. On a pu le voir aussi dernièrement avec les vaccins notamment contre la Covid-19, où en fait il y a des petites entreprises qui sont devenues assez compétitives. Donc le brevet, ça a aussi pour but de faire connaître donc les détails relatifs aux nouvelles inventions et afin que d'autres ingénieurs et scientifiques puissent les améliorer. Donc c'est vraiment l'idée de pousser l'innovation et également, du coup, ça a pour but de promouvoir le transfert technologique. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui nous intéresse, notamment les universités vers l'industrie. Néanmoins, tous ces aspects, ces buts, en fait, il y a une contrepartie. La contrepartie de ce monopole un petit peu d'exploitation, ça va être la contrepartie de la publication pour permettre justement l'innovation et donc faire connaître les détails des inventions, promouvoir du coup l'innovation. Donc la publication va intervenir de façon automatique au bout de 18 mois. C'est la demande de brevet qui va ainsi être publiée. Et à ce stade, tout le monde va pouvoir accéder au texte des demandes de brevet. Et donc, à partir de là, c'est là où les ingénieurs ou scientifiques peuvent en fait travailler, faire de la recherche sur
les inventions publiées afin d'améliorer certains aspects de l'invention. Alors, la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qui peut être breveté exactement? Donc, les brevets sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques. Donc, par exemple, dans le domaine pharmaceutique, donc c'est très connu, ça peut être dans le sens chimique, ça peut être dans le domaine vraiment de tout domaine, électronique, enfin végétal. Il est possible aussi d'avoir des protections dessus. On peut avoir une protection sur un procédé, procédé aux méthodes d'obtention d'un composé, sur un procédé de fabrication d'une composition ou un produit fini, un système fini, un système comprenant différents dispositifs ou un dispositif tout seul. Le but étant d'avoir la portée de protection la plus large, mais après essayer de protéger tout ce qui peut en fait englober ou avoir un lien avec notre invention. Donc, une invention pas brevetable, elle doit répondre à 3 critères essentiels, d'où aussi peut-être avoir en fait conscience d'une notion qui est qu'on dépose une demande de brevet et non un brevet. C'est un abus de langage qu'on rencontre fréquemment. Néanmoins, quand on dépose une demande de brevet, cela signifie que derrière, il va y avoir un examen avec des échanges avec des examinateurs, selon des examinateurs qui sont propres à chaque office, nationaux, régionaux. Et donc, on n'obtient pas directement un brevet. Et pendant cet examen, les 3 critères de brevetabilité seront un petit peu challengés. Donc, c'est la nouveauté. Donc, la nouveauté, c'est la nouveauté au niveau mondial. Donc, ça signifie que l'invention ne doit pas avoir été divulguée au public avant la date de dépôt de la demande de brevet. Donc, publication orale ou écrite, même des publications de l'auteur, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. L'invention doit être nouvelle. L'invention doit être réellement inventive, c'est-à-dire qu'elle doit impliquer une activité inventive. Ça, c'est une notion qui est la plus souvent plus difficile à acquérir et la plus challengée, parce que c'est une notion un peu plus abstraite que la nouveauté et un peu plus versée à la discrétion de chaque examinateur. Néanmoins, l'appréciation de l'activité inventive est quand même régie par des règles, des directives qui sont suivies, comme Antoine l'avait évoqué, un peu selon des directives qui ont été signées par des conventions internationales et qui sont à peu près harmonisées partout dans le monde. Donc voilà, l'activité inventive, ça va être quelque chose qui sera assez challengé. Il ne faut pas que ce soit évident, il ne faut pas qu'on soit dans des combinaisons de moyens. Par exemple, l'exemple très connu que je pense la majorité d'entre vous vous devez connaître, c'est l'exemple du crayon et de la gomme. Le crayon gomme, du coup, ne peut pas jouir d'activité inventive parce qu'il serait évident de combiner la gomme au crayon. Et notion importante également, c'est évident, oui, mais évident pour qui? Alors, ce sera, selon les examinateurs, évident pour l'homme du métier. L'homme du métier, c'est un homme abstrait, c'est un homme en fait considéré du métier, qui a toutes les connaissances nécessaires du domaine d'application de l'invention et qui a un accès aussi à tous les documents qui peuvent être accessibles pour l'homme du métier. Donc, la notion aussi de bien délimiter l'homme du métier, c'est quelque chose d'assez qui évolue, par exemple, avec l'arrivée de plus en plus de travaux de recherche, de collaboration pluridisciplinaire. Il s'avère que maintenant, l'homme du métier n'est pas forcément une personne qu'un chimiste. Non, ça pourrait être
un chimiste qui a des notions et des connaissances physiques, comme une équipe en fait pluridisciplinaire, parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant. Donc voilà, l'activité inventive, c'est la notion importante qu'il faut bien avoir en tête pour essayer de protéger au mieux notre invention et d'obtenir un brevet. Après, il y a le troisième critère qui est l'application industrielle. L'application industrielle, c'est quelque chose qui est pratiquement d'office automatiquement acquis. Donc, ce n'est pas quelque chose de challengeant. L'important étant nouveauté, pas de divulgation au préalable avant le dépôt de la demande de brevet et la notion d'activité inventive où en fait, il faudra bien étayer le texte de la demande de brevet pour bien décrire l'invention et démontrer à l'examinateur que notre invention est inventive. Ça peut se faire également en décrivant différents modes de réalisation et en mettant en évidence qu'il y a des effets surprenants, que c'est totalement inventif parce que ça n'existait nouveaux problèmes techniques qui n'avaient jamais été perçus. Enfin bref, on peut chercher un peu l'inventivité partout, néanmoins, c'est une notion importante. Après, qu'est-ce qui peut être breveté exactement? Il y a aussi la notion de qu'est-ce qui peut rentrer dans le domaine brevetable. Donc, on est d'accord que ça doit être une invention, néanmoins, une invention, il y a une notion juridique qui est un peu particulière parce qu'on n'a pas franchement de définition. Une invention brevetable, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que c'est une solution technique répondant à un problème technique. Néanmoins, après, il n'y a pas vraiment de définition d'invention dans le droit des brevets, mais il existe en fait, je mets ici, une petite liste en fait en fait qui est une liste de concepts ou d'idées en fait de qui n'est pas considéré comme une invention, le droit des brevets. Donc ça, c'est harmonisé au niveau international. Donc, par exemple, les idées, ce ne sont pas considérées comme une invention, donc ça ne peut pas faire l'objet d'un brevet. Pareil pour les découvertes, les principes et méthodes dans l'exercice d'activité intellectuelle, c'est-à-dire par exemple des stratégies commerciales ou des business méthodes, tout ça, on ne peut pas en fait protéger par le brevet. Ce n'est pas possible. Alors, de façon plus pratique, alors qui va déposer la demande de brevet? Donc, ça va être en fait l'établissement. Pourquoi l'établissement? Parce qu'en fait, ça, Antoine avait déjà évoqué pour d'autres aspects, mais en fait, l'invention va appartenir en termes de piété à votre employeur. Ça, c'est le cas pour tout salarié. L'invention qui est réalisée dans le cadre de missions inventives qui sont dans le cadre du contrat de travail la propriété revient systématiquement à l'employeur. Je rajouterai même qu'en fait, il y a une obligation dès que dans l'exercice de nos fonctions, on crée une invention où on a l'impression de créer quelque chose de peut-être valorisable, on a l'obligation de déclarer à notre employeur. Et même si on fabrique un nouvel objet dans notre garage, on serait censé en faire auprès de notre employeur. Après, bien sûr, il est clair que si on est vraiment dans un domaine technique éloigné de notre professionnel, qu'on n'a pas utilisé des moyens de notre laboratoire ou de financement de notre entreprise, il est clair que l'employeur n'aura aucun droit dessus. Néanmoins, on a l'obligation de déclarer toute invention qu'on fait. Donc voilà, c'est une notion aussi importante. Il y a un intérêt aussi pour nous, c'est que c'est vrai que le déposer des demandes de brevets, puis le suivi de procédure et les échanges avec les examinateurs, justement pour répondre à des objections d'activité inventive ou de nouveautés, tout ça, ça a un coût, c'est assez onéreux, c'est un jeu
cher. Et donc là, on est quand même content que ce soit notre établissement qui en soit responsable en termes de coûts. Donc voilà, petite aussi remarque à faire attention. Ça, je ne sais pas, ça a été quand même assez harmonisé dans l'ensemble en tout cas de nos établissements. Néanmoins, petit warning sur les stagiaires, parce que les stagiaires, donc bien vérifier que le contrat de stage présente une clause promettant en fait toute cession de droits de propriété sur des inventions qui ont été réalisées dans le cadre de stage. Parce qu'en fait, le stagiaire n'est pas un salarié. Donc, la propriété de l'invention du stagiaire ne revient pas automatiquement à l'employeur. Donc voilà, c'est juste des petites clauses contractuelles qui sont prévues et qui sont généralement du coup prévues depuis quelques années. Néanmoins, parfois, il y a des petits loupés. Donc, petite vigilance sur ce point. Et donc, bien entendu, quand même, il y a le droit des inventeurs qui est important. Donc, vous serez, si vous le souhaitez, après, il est possible, il n'y a pas trop d'intérêt, mais de ne pas vouloir être cité comme inventeur. Mais vous avez le droit à être cité, et ça, durant toute la vie de la demande de brevet et du brevet, c'est publié avec vos noms. Et bien sûr, du coup, il y a une redevance selon l'exploitation qui est reversée aux inventeurs. Donc, de façon rapide et pratique, comment faire? Du coup, comme je vous disais, si voilà, vous avez l'impression d'avoir une invention, vos résultats de recherche mènent à une invention. Donc là, il faut contacter votre service de valorisation, remplir une déclaration d'invention. Donc ça permet de faire un peu une déclaration vis-à-vis de son employeur, normalement qui est légale, qui est obligatoire. De là, il va y avoir une recherche d'antériorité pour voir si l'invention est vraiment nouvelle. Après, ça va être une recherche qui sera peut-être plus axée sur les brevets, sachant que de façon générale, on estime que la nouveauté et les recherches d'art antérieur côté publication, ça va être plus nos inventeurs, nos chercheurs qui sont au fait, qui sont experts du domaine. Donc, cette recherche d'art antérieur va être un peu sur toutes les publications autres, mais on fait quand même des recherches également dans les publications scientifiques pour essayer d'avoir la meilleure vision de l'état de l'art. Donc, contexte, l'environnement où se situe l'invention. De là, il va y avoir une étude de brevetabilité qui va être réalisée. Suite à cette étude, si il semble y avoir de grandes chances que l'invention soit nouvelle et inventive, ça veut dire qu'on n'est pas tombé sur des documents vraiment gênants. À ce moment-là, vous avez un feu vert, on a un feu vert et on lance la rédaction de la demande de brevet. Après intervient du coup le dépôt de la demande de brevet, donc auprès de l'INPI. Et puis après, il faudra réfléchir à la territorialité de la protection. Si on souhaite choisir la protection qu'en France ou si on va vouloir étendre donc à la fin d'un délai de priorité d'1 an. Donc là, après, c'est des détails de procédure un peu plus compliqués, mais qui pourront faire l'objet d'un autre webinaire. Donc, à l'échéance du délai de priorité d'1 an, on va pouvoir choisir dans quel pays on souhaite étendre la protection. Donc, en Europe, dans un pays particulier ou d'un point de vue un peu international. C'est des décisions qui vont être faites dans l'année de priorité. Dès le dépôt de la demande de brevet à l'INPI, il va y avoir toute la procédure d'examen qui va démarrer et qui va suivre son cours. Donc, ça va mener à des échanges avec l'examinateur et on aura probablement à répondre à des objections sur, peut-être pas nouveauté, mais plus probablement sur l'activité inventive. Parfois, il y a aucun des deux et du coup, la demande passe l'examen sans obstacle et on obtient la délivrance rapide. Donc voilà, comme je vous avais évoqué aussi, la contrepartie, OK pour avoir ce droit d'exploitation, d'empêcher en fait un tiers d'exploiter. Néanmoins, il y a la publication qui intervient pour vraiment faire avancer l'innovation mondiale, donc à 18 mois.
Alors parfois il va y avoir en fait des notions, peut-être des créations un peu techniques, néanmoins qui ne peuvent pas en fait faire l'objet de brevets. Donc là, il va y avoir un autre objet de protection qui va être intéressant et qui va être utilisable, c'est le savoir-faire. De façon honnête, c'est vraiment le savoir-faire, c'est quelque chose pas très apprécié ou pas très utilisé vis-à-vis de certains chercheurs. Néanmoins, ça peut vraiment être quelque chose de valorisable et de transférable. Donc voilà, ça rassemble en fait l'ensemble des connaissances acquises donc dans un métier qui a une valeur. Et donc le protéger permet de le valoriser. Donc on va protéger ce savoir-faire par le secret et on va accompagner ce secret par des accords de confidentialité pour transférer après ce savoir-faire. Donc ce savoir-faire ne nécessite pas de dépôt auprès de l'INPI. Il n'y a pas de durée limitée, ça peut être vraiment à vie. La condition, ce sera vraiment la condition majeure, ce sera le secret. Après, tout ne peut pas faire l'objet de savoir-faire, donc protégé par le secret. Ça doit répondre à quelques critères. Les connaissances doivent être secrètes, bien identifiées, substantielles et transmissibles. Par exemple, il y avait en exemple un savoir-faire, par exemple, d'une personne, c'était dans le domaine alimentaire ou suite à une recette, pendant la préparation d'une recette, il y avait une étape de chauffage et la personne stoppait le chauffage dès qu'elle sentait une certaine odeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'un peu trop subjectif et difficilement transmissible et identifiable par une tierce personne. Donc là, on va pas être sur un savoir-faire qui va pouvoir être transmissible de façon, on va dire, contractuelle. Donc après, ça peut être typiquement du savoir-faire qui peut être peut-être transmis de père en fils, mais du coup, il y aura toujours le secret qui sera vraiment important. Donc le savoir-faire, c'est quelque chose qui n'est pas abstrait, c'est par des accords internationaux dont Antoine en a parlé au tout début. Et donc voilà, c'est vraiment des informations qui doivent rester confidentielles. Donc aussi un petit warning sur les publications scientifiques. Si vous vous dites ah ben non, de toute façon c'est pas protégé par brevet et tout, peut-être que du coup vous divulguez aussi du savoir-faire qui peut être intéressant et en fait qui a une grosse valeur pour votre labo. Et donc voilà, c'est important d'avoir cette notion en tête sur le savoir-faire. Donc voilà, comme j'évoquais avant, la publication, en fait, ça n'interdit pas du tout la protection. Et inversement aussi, la protection n'interdit pas la publication. La preuve est que si on protège par brevet, il va y avoir une publication qui va intervenir forcément à 18 mois. Après, il est tout à fait possible de publier, de faire des publications scientifiques à côté également. Néanmoins, il faut juste respecter un certain timing. Donc, c'est tout à fait envisageable. Et sinon, il y a l'aspect secret du savoir-faire. Donc, les éléments de preuve, je vais passer assez rapidement sur vos travaux de recherche parce qu'Antoine l'a quand même bien évoqué précédemment. Donc, les éléments de preuve, ça peut être fondamental. Alors, c'est un peu comme les assurances. Il faut faire attention aux éléments de preuve et on va vraiment y faire attention quand on se retrouve face à un litige, à un problème où on nous oppose un problème de participation, de paternité. Alors là, en fait, c'est comme tout, il nous faut des preuves. Et donc, c'est pour ça qu'il est assez fondamental que vous preniez en fait ce réflexe assez rapidement, même dès le début des études ou dès la thèse, en fait, de vraiment avoir les bons réflexes et la bonne hygiène quotidienne, en fait, de soit
passer par le cahier de laboratoire, de vraiment tout écrire sur le projet de recherche sur lequel on travaille. Et puis, si on est plus sûr on est sur une invention un peu plus décrite, voilà, quelque chose d'un peu plus certain, ben là, on peut passer par le dépôt d'une enveloppe solo. Ça va permettre, en fait, de dater et peut-être après, en cas de litige, de nous sauver la paternité, en fait, ou la participation à une invention. Donc, voilà, c'est vraiment des éléments de preuve, il faut quand même les avoir en tête. Enveloppe solo, dès qu'on sent que ça peut mener au dépôt d'une demande de brevet, à ce moment-là, ben voilà, on pense enveloppe solo, tout en gardant secret pour travailler à la rédaction de la demande de brevet. Mais au moins, ça permet déjà d'horodater la date de création. Et ça, c'est valable pour les brevets, même pour le savoir-faire, si on est c'est possible de voir une stratégie à utiliser un dépôt de demande de dépôt d'enveloppe solo, et c'est aussi possible du coup pour le droit d'auteur. C'est le système d'horodatage. Donc, autre moyen, objet de protection, ça va être donc un peu moins utilisé dans le domaine de la recherche, mais c'est important de l'avoir en tête parce que on peut réussir quand même à protéger, à faire une grappe de protection autour d'une invention en rajoutant plein de petits éléments d'outils, d'objets de pays. Donc, les dessins et modèles, là, on va protéger que la forme esthétique, donc visible, pas du tout l'intérieur. Par exemple, ça va être les dessins automobiles, les dessins de sac à main, de chaussures, ça va être du dépôt de dessins et modèles. Donc ça, c'est un dépôt à l'INPI, ça a une durée de 5 ans renouvelable. Il va y avoir également les marques. Donc, la marque, c'est quelque chose d'assez fort, qui est de plus en plus fort, qui a vraiment une valeur. Ça va être, tout le monde connaît, c'est un signe ou combinaison de signes qui permet de distinguer la provenance de produits et qui va aider aussi le public à pouvoir distinguer les produits et les services d'une société par rapport à une autre entreprise ou un autre entreprise ou un autre laboratoire aussi également. Donc moi, je conseille parfois, par exemple, sur des logiciels qui commencent à être connus un peu dans le domaine, avec un petit nom de projet qui punch bien et qui commence à être connu, de voir également pour protéger la marque. Parce que là, il y a clairement en fait une garantie d'origine et de qualité, parce qu'on sait exactement que ce logiciel qui porte ce nom, ça sort de tel laboratoire. Donc, c'est assez intéressant de réfléchir aussi protection par le biais des marques. Donc, ça requiert un dépôt à l'INPI. Et il faut que la marque, elle soit disponible. Donc, il y a une recherche d'art antérieur à faire pour voir de disponibilité, pour voir que la marque n'existe pas au préalable. Il faut qu'elle soit distinctive, licite. Licite, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas, par exemple, appeler une margarine, par exemple, Beurrax. Il y avait une jurisprudence là-dessus. Une margarine où le nom de marque, c'était Beurrax, ça a été refusé par l'INPI parce que ce n'est pas licite, c'est déceptif. Pardon. Donc voilà, c'est un des critères distinctifs, licite et disponible. Donc, la protection est valable pour 10 ans et c'est renouvelable. Donc, à ne surtout pas oublier de renouveler, sinon ça tombe dans le domaine public. Donc, voilà. Pour finir, je suis désolée, je vais un peu vite, mais du coup, c'est qu'on est serré en termes de temps. Donc, voilà les raisons. On a relevé 6 bonnes raisons qui, d'après nous, sont un peu essentielles pour protéger vos inventions. Donc voilà, protéger, c'est donner plus de valeur, c'est s'approprier son invention de manière légitime. C'est aussi apporter sa pierre au progrès, comme on l'a évoqué, il y a la publication. Donc ça, c'est quelque chose la publication de la demande de brevet qui est accessible au public. Il y a vraiment, on permet de faire que la continuité de l'innovation se fasse. Et puis voilà, ça permet de contribuer au financement des activités de recherche de vos établissements. Et puis aussi, c'est un passage
quand on veut valoriser, parce que sinon, c'est votre idée, enfin, nos idées. Donc, voilà. Alors, je crois que voilà, c'est la fin. Bah, écoutez, je ne sais pas si on a des questions. N'hésitez pas. Alors, ouais, je crois qu'on a pas mal de questions. On a quelques-unes où j'ai répondu. Il y en a d'autres qui sont encore en suspens. Alors, il y en a une. Si je refais le fil. Il y a Bonjour, pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur ce qui n'est pas brevetable? Donc, je ne sais pas si je te laisse. Oui, alors du coup, ce qui n'est pas brevetable, j'essaie de revenir sur la diapo parce que je ne sais pas si. Alors, si c'était la liste exhaustive. Donc voilà, je ne sais pas, peut-être. Alors, la présentation, je crois qu'elle va être envoyée. Hein. Je vois ça en dernière question. Après, qu'est-ce qui n'est pas brevetable En fait, c'est tout. Il faut avoir en tête déjà de qu'est-ce qui est brevetable. J'avais mis la notion ici. C'est une invention qui doit avoir une solution technique répondant à un problème technique. Donc, vraiment, il faut avoir ça en tête. Il faut avoir l'aspect technicité. Donc, de là, déjà, on va enlever beaucoup de concepts ou de notions qui ne peuvent pas rentrer dans le domaine de la brevetabilité, comme des idées, des théories scientifiques ou aussi parfois il peut y avoir ça peut répondre avec une solution technique, mais après c'est dans le cadre des théories scientifiques et des méthodes mathématiques, c'est des règles régies en fait dans les directives où c'est des aspects où on ne peut pas revenir dessus. Les théories scientifiques, on ne peut pas protéger et octroyer le monopole à une tierce personne. Pareil pour les découvertes. Après les créations esthétiques, du coup, ce sera pas les brevets, mais ce sera pourquoi pas du coup le droit d'auteur. Hein. Si on a l'originalité, la patte de l'artiste, ça peut être par le dépôt d'un dessin et modèle, parce que là, c'est l'outil, l'objet pays pour protéger la forme, vraiment l'aspect esthétique. Et donc voilà. Après, il y a aussi des exclusions du type méthode thérapeutique, diagnostic du corps humain. Voilà, c'est des domaines d'exclusion vraiment pour essayer de préserver au maximum l'exploitation en fait, pour ne pas empêcher en fait, par exemple, un médecin de pratiquer certains gestes de diagnostic et de le mettre dans une position de contrefaçon. Ça, c'est un exemple assez parlant. Enfin, voilà, il y a des exclusions également pour essayer de ne pas octroyer un trop large monopole. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vais prendre la suivante, Monsieur Mostefa Fodil. Donc, un dépôt de brevet, j'ai cliqué directement dessus. Un dépôt de brevet engage des coûts pour l'inventeur. Alors, si l'invention est réalisée sous la base d'un contrat de travail, les coûts sont engagés par l'employeur. À savoir que dans ces coûts-là, on a les différentes taxes afférentes donc du coup au dépôt d'une demande de brevet, une taxe d'examen, une taxe de recherche et à la fin une taxe de délivrance et d'impression du fascicule. L'ensemble de ces taxes-là sont généralisées sur l'ensemble des offices internationaux. Certains peuvent demander des taxes particulières, mais en tout cas, au dépôt, il est nécessaire d'engager certains frais. Et normalement, lorsque la réalisation d'une invention est faite sous le contrat d'un travail, c'est à l'employeur d'engager ces coûts, s'il souhaite déposer une demande de brevet. Tu veux que je prenne la prochaine ou... Ouais, je veux bien, parce que du coup, là, j'essaie d'actualiser. Je te clique sur la prochaine. Alors, serait-il possible de redonner un calendrier protégé puis publié? Alors, protégé puis publié, tout simplement, c'est si vous avez
une invention, il faut penser au dépôt de la demande de brevet au préalable, et une fois que c'est déposé auprès de l'INPI, selon le domaine d'activité de cette invention, mais généralement c'est assez rapide, vous allez pouvoir en fait faire une publication scientifique à côté de la demande de brevet, on va dire un mois après le dépôt de la demande de brevet. Donc pourquoi je prends un mois en termes de délai, c'est qu'en fait tout dépôt de demande de brevet auprès de l'INPI fait l'objet d'un examen, d'une analyse par la Défense nationale pour voir en fait si votre invention est susceptible d'intéresser la nation. Et donc c'est pour ça cette analyse sera plus ou moins longue selon la sensibilité de l'invention, parce qu'il y a vraiment une liste très précise d'inventions qui sont dans des domaines sensibles, donc par exemple de télécom ou de l'armement, de la furtivité. Ça, c'est vraiment des inventions où on peut s'attendre à avoir un examen un peu plus long et du coup, pas l'accord de la Défense nationale sous 3 semaines, un mois. Ça peut être un peu plus long. Néanmoins, si on veut vraiment être dans les clous, il faut attendre l'aval de la Défense nationale et on procède dans la foulée à la publication scientifique, à une conférence, à ce que vous voulez, vraiment suite au dépôt de la demande de brevet. Mais c'est ça, c'est l'ordre, dépôt de la demande de brevet et après publication. Du coup, j'ai une question de Véronique Gercher, une très bonne question. À qui incombe la responsabilité lors de plagiat sur le web, le site hébergeur, le site diffuseur ou l'auteur de la page web? Alors, je n'ai pas d'éléments de réponse à ce moment même, mais je reviendrai vers vous directement via votre adresse mail pour vous répondre. Bon, après, du coup, on est désolé, on va devoir faire le tri un peu dans les questions parce qu'on est limité par le temps. Néanmoins, je crois voir qu'il y a pas mal d'aspects qui pourraient faire, en fait, qui vont faire l'objet de futurs webinaires. Donc, d'ailleurs, à ce sujet, à la suite du webinaire, de façon automatique, je crois que vous allez avoir le lien de ce webinaire et vous allez avoir également un questionnaire vote où du coup, vous pouvez voter sur les thèmes, les futurs thèmes de webinaire qui pourraient vous intéresser. Donc voilà, si vous voyez des sujets dans ce questionnaire ou même, je pense qu'il y a peut-être peut-être un encart où il est possible d'ajouter une suggestion de sujet, plus vous voterez pour des sujets, et plus du coup, il y a de chances qu'on parle de ces sujets dans un futur webinaire. Après, bien entendu, s'il y a des sujets qui sont plus mineurs, on essaiera de les inclure dans d'autres webinaires et effectivement de voir un peu plus en profondeur plein d'aspects, parce que là, on vous a fait un panorama assez large et malheureusement, on ne peut pas rentrer plus dans les détails. Après, est-ce que tu vois, Antoine, une petite question rapide? Il y en a une je prends au hasard, d'Alan Keita sur le fait qu'on n'a pas présenté le modèle d'utilité ou ce qu'il appelle le petit brevet. Étant donné le timing assez serré qu'on a vu, on n'a pas pu notamment passer sur les certificats d'obtention végétale, les certificats complémentaires de protection et notamment les modèles d'utilité. Mais par contre, on peut très bien vous répondre par mail et rentrer un peu plus dans le détail éventuellement lors d'un prochain webinaire. Voilà. Oui, voilà, tout à fait. N'hésitez pas. Je crois qu'il y a nos contacts, je ne sais pas où. Peut-être sur la dernière slide, je vais repartir. N'hésitez pas si vous avez vraiment des questions spécifiques à nous écrire. On peut vous aider à intervenir sur des questions de conseil, même des petites questions un peu de détection. Et modèle d'utilité, c'est vrai que c'est quelque chose qui est moins utilisé. Donc là, on a privilégié, mais tu as raison, Antoine, on va en reparler sûrement dans un prochain webinaire. Et je ne sais pas si tu l'as dit, mais du coup, notre présentation sera en replay et pourra être accessible directement via un lien qui vous sera fourni dans la foulée du questionnaire des prochaines thématiques pour le prochain webinaire.
Voilà, ouais, non, j'avais pas dit. Et voilà, et n'hésitez pas du coup à voter pour les prochains thèmes, parce qu'effectivement, il y a des questions sur propriété, employeur, inventeur. Donc c'est vrai que ça peut vraiment être des sujets où on peut vraiment plus creuser et plus approfondir. Parce que c'est vraiment des notions aussi que vous pouvez rencontrer tous les jours. Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. On arrive à la fin de notre timing. Okay. On voulait vous remercier de votre attention ainsi que pour les différentes questions. On va prendre le temps d'y répondre directement sur votre boîte mail. Après, on reste accessible aussi au travers de notre boîte générique invention@westvalorisation.fr. Et on reste accessible pour répondre à vos différentes questions et notamment prochainement pour peut-être un prochain webinaire. Voilà. Merci à tous d'avoir été si nombreux. Merci beaucoup.